Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, présenté en Conseil des ministres le 27 avril dernier, constitue une réponse pragmatique au bouleversement du marché du travail et plus particulièrement au changement rapide de la nature même des emplois aujourd'hui occupés par nos concitoyens. Le défi est de taille, et vous l'avez rappelé. Dans les 10 prochaines années, 50% des emplois existants actuellement auront changé. 10 à 20% des emplois existants seront complètement nouveaux et une part équivalente est susceptible de disparaître. Armer les actifs pour leur permettre de s'adapter à ces nouveaux métiers et à ces nouveaux types de carrières est une priorité. Le PDG de la Poste, M. Valls, vient de nous en donner l'illustration. Lorsque les métiers changent, l'enjeu numéro 1 est la formation. Pour ce faire, ce projet de loi s'articule autour d'un triptyque qui allie volonté d'investir massivement dans les compétences et la formation professionnelle, de protéger les plus fragiles en garantissant une assurance chômage plus universelle et plus juste, et enfin de favoriser l'emploi pour tous. La Commission des affaires économiques a choisi de s'intéresser à 7 des 67 articles du projet. Ceux-ci portent sur 2 blocs. Le contrat et l'aide à l'apprentissage, articles 7 à 9 et 12, et le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, articles 17 à 19. À ce propos, les amendements déposés et non compris dans cette saisine ont dû être déclarés irrecevables. J'invite ceux de mes collègues concernés à redéposer leurs amendements auprès de la Commission des affaires sociales ou dans l'hémicycle. L'appréciation générale que je porte sur les articles que j'ai eu à examiner est extrêmement favorable et fait écho à la satisfaction des acteurs du monde économique que j'ai eu l'occasion d'auditionner. Tous ont affirmé, à quelques réserves près, que le projet de loi allait dans le bon sens et répondait à des demandes depuis longtemps exprimées par les employeurs, les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette appréciation est particulièrement vraie en ce qui concerne l'apprentissage, justement, qui apparaît en France comme un paradoxe. Bien que l'alternance apparaisse aujourd'hui comme une voie d'excellence, favorisant de manière spectaculaire l'insertion professionnelle des jeunes, le nombre de contrats ne cesse de diminuer, et en particulier dans le cas des jeunes préparant un diplôme de niveau 4 et 5. Or, la France se caractérise par un taux de chômage de 24% des moins de 25 ans en 2016. Autre donnée, 17% des 15-29 ans n'étaient en 2015 ni en emploi ni en études. Face à ce constat inquiétant, l'apprentissage offre une voie facilitant l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Les chiffres sont là. Dans les 7 mois qui suivent la fin du contrat d'apprentissage, 70% des apprentis trouvent un emploi, dont 60% en CDI. Il était donc temps de lever les obstacles à l'embauche d'apprentis. Ainsi, l'article 7 du projet de loi remplace la procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès des chambres consulaires, trop lourde et trop longue, par un simple dépôt auprès de l'opérateur de compétences. L'article 8 tend à adapter les conditions d'exécution du contrat aux réalités de la vie de l'entreprise. La durée maximale de travail hebdomadaire est portée à 40 heures. Des dérogations qui font l'objet de contrôles et de compensations à la durée maximale de travail quotidienne sont également autorisées. Le projet de loi ouvre davantage l'accès à l'apprentissage en repoussant le plafond d'âge, actuellement fixé à 25 ans, à 29 ans révolus. Cette mesure, qui tient compte des parcours aujourd'hui moins linéaires des jeunes, et qui fait de l'apprentissage l'outil d'une éventuelle reconversion, est particulièrement bienvenue. Si l'apprentissage est une voie de réussite jusqu'à 29 ans, il me paraît très judicieux d'ouvrir davantage son accès au-delà de 29 ans pour le public des chômeurs de longue durée, quel que soit leur âge. Je proposerai un amendement demandant l'expérimentation de cette mesure un peu plus tard. L'article 9 simplifie les conditions de rupture des contrats d'apprentissage. La procédure systématique devant les prud'hommes, jugée trop lourde, est remplacée par une procédure de licenciement de droit commun
dans 3 cas bien définis: la faute grave ou lourde, l'inaptitude consacrée par le médecin du travail et l'exclusion définitive du centre de formation. La démission du jeune, symétriquement, est rendue possible avec l'appui d'un médiateur consulaire. Enfin, la concertation de 2017 avait souligné l'inefficacité et l'illisibilité du système d'aide publique destiné aux employeurs d'apprentis. L'article 12 du projet de loi substitue à ce dispositif complexe une aide unique, destinée aux TPE-PME et concentrée sur les contrats conclus avec des jeunes préparant un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. C'est là que se concentrent les besoins. Je considère cette unification et ce ciblage de l'aide particulièrement pertinents. Toutefois, je m'interroge sur le sort réservé aux primes pour les employeurs d'apprentis travailleurs handicapés. L'actuelle rédaction de l'article 12 semble induire une suppression pure et simple de cette prime, valorisée en 2018 à 1 million d'euros. Il sera donc utile de savoir si une compensation d'une autre nature est prévue pour ces employeurs favorables à l'inclusion. Le deuxième volet des travaux que j'ai menés porte sur les articles 17 à 19 relatifs au financement de la formation professionnelle et de l'alternance. La ministre du Travail, Madame Pénicaud, décrit la réforme comme une révolution copernicienne. C'est bien le cas. Le système administré essentiellement par l'État et les régions, aujourd'hui, va se transformer en système dans lequel les branches professionnelles et les entreprises jouent enfin leur rôle central. Je salue la pertinence de ce changement, conforté par la comparaison internationale. Dans les pays où l'apprentissage fonctionne, en particulier l'Allemagne, souvent citée en exemple, ce sont bien les branches qui pilotent le système. Les articles 17 et 18 aboutissent à une simplification qui est tout à fait opportune. Les actuelles contributions pour la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage sont fusionnées en une contribution unique dont le taux variera en fonction de la taille des entreprises. Elle sera recouvrée par les URSSAF, puis versée pour une part à France Compétences pour le financement de la formation professionnelle, le solde revenant au financement de l'alternance via les opérateurs de compétences et de nouveau France Compétences. La part destinée à la formation professionnelle financera le conseil en évolution professionnelle et le développement des compétences, d'une part, la formation des demandeurs d'emploi, d'autre part, et le compte personnel de formation, pour finir. Quant à la part consacrée au financement de l'alternance, elle sera versée aux opérateurs de compétences et à France Compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l'alternance, le financement du versement aux régions prévu à l'article 15 du projet de loi et le financement du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé décrit à l'article 16. À cette contribution unique s'ajoutent 3 autres contributions que je ne détaille pas ici, mais que vous trouverez dans le rapport. Dans ce nouveau schéma, les opérateurs de compétences, qui remplacent les actuels OPCA, jouent un rôle majeur. Au service des branches, les opérateurs de compétences sont restructurés autour d'une logique de filière économique cohérente. Ils sont déchargés de leur mission de collecteurs et sont désormais chargés principalement du financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et du soutien technique aux branches dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le défi est de taille pour ces OPCA, car ils vont devoir très vite, ces OPCA qui deviennent des OPCOM, qui vont devoir très vite achever une véritable mue qui implique une restructuration du réseau, un changement de mission et une modification du périmètre, tout cela en simultané. Il nous importe donc d'être extrêmement attentifs à cette transformation dont le succès repose sur l'efficacité des dispositifs prévus dans ce projet de loi. Cette nouvelle architecture a le mérite d'identifier clairement un objet à un financement et de simplifier, en fusionnant la taxe d'apprentissage et la contribution pour la formation professionnelle continue, un circuit de financement auparavant bien trop complexe. Cette mesure de simplification, en levant les freins,
ne peut qu'inciter les employeurs à développer les compétences de leurs apprentis et salariés. Néanmoins, cette modification simultanée des taux, des assiettes, des modalités de collecte et de l'affectation de ces contributions, si elle est souhaitable, doit être progressive, comme le prévoit d'ailleurs le projet de loi qui procède par paliers sur une période courant de 2019 à 2024. Les enjeux de cette transition sont évidemment cruciaux et nous devrons y être particulièrement attentifs. Certains acteurs ont ainsi fait part de leur inquiétude dans différents domaines, notamment concernant les CFA. Ceux-ci sont aujourd'hui financés en partie par les régions et demain, ils le seront au contrat. Ce coût unique sera déterminé par les branches et financé par les opérateurs de compétences. À ce jour, cependant, les éléments qui le composent ne sont pas encore clairement définis. Dans ce contexte, le passage d'un financement à l'autre au 1er janvier 2020 suscite, à juste titre, chez les acteurs de l'apprentissage, une certaine appréhension. La révolution copernicienne commence donc, et sa réussite dépend de la bonne gestion de la transition d'un système à l'autre et de la capacité des branches et des entreprises à se saisir des opportunités et des défis qui leur sont proposés. Les articles 7 à 9, 12 et 17 à 19 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel apportent une réponse adaptée et satisfaisante aux enjeux du marché du travail et de demain. Il constitue une réponse pragmatique et volontariste aux inquiétudes de nos contemporains face à ces mutations technologiques, organisationnelles et professionnelles. Il importe donc d'armer nos concitoyens en leur permettant d'accéder aux compétences dont ils auront besoin demain, tâche immense à laquelle ce projet de loi s'attelle avec audace et réalisme. Merci. Merci, Madame la rapporteure. J'ai 4 orateurs inscrits. Monsieur Huppé.